Novaroma est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 minutes. Je vais expliquer dans un premier temps les règles pour 3 ou 4 joueurs. Ensuite, j'expliquerai les petites modifications à faire pour jouer à 2. Et par contre, je ferai l'impasse sur le mode solo. Dans Novaroma, vous êtes en 324 après Jésus-Christ à la tête d'une maison de nobles romains, choisie par l'empereur Constantin pour développer l'ancienne cité de Byzance rebaptisée Novaroma, la nouvelle Rome. Vous allez utiliser vos 3 patriciens, ce sont des nobles romains, pour faire différentes actions comme dominer les routes maritimes de la mer du Nord, construire des bâtiments, participer à des courses hippiques, recruter des disciples ou développer votre domaine. Le but est d'être le plus performant dans tous ces domaines pour avoir le plus de points de victoire à la fin des 5 tours que compte une partie du jeu. Au niveau de la mise en place, vous avez un grand plateau principal qui va présenter les 8 différentes actions du jeu, avec au centre la zone de sélection d'actions. Pour l'action navigation, vous avez un tas de cartes bleues ici que vous allez mélanger, vous allez en placer 4 faces visibles, et chaque joueur va placer 2 bateaux à sa couleur sur la zone de départ qui est en bas à gauche de cette zone de navigation. Pour la zone de construction, c'est un peu le même principe, vous avez un tas de cartes, vous mélangez, vous en placez 4, et vous avez des petits jetons comme ceci, que vous allez mélanger aussi et tirer aléatoirement pour les placer sur les emplacements indiqués par une case foncée, sur les 3 différentes zones de construction du plateau. Sur la zone de l'hippodrome pour les courses de chars, vous avez des tuiles chars ici, que vous allez mélanger aussi, et vous allez en placer 5 face cachée sur le plateau, les autres ne sont pas utilisés pour la partie. Sur ces 5 tuiles, vous allez retourner la première, et retourner aussi la première du tas. Ça va vous donner la tuile de la manche en cours et la tuile de la manche suivante. Ensuite, chaque joueur va prendre 3 pions d'objectifs à sa couleur, et les placer à côté de cette zone. Et chaque joueur va prendre les 3 pions de course, qui va mettre au début de chacune des 3 pistes de course de l'hippodrome. Pour la zone de recrutement des disciples, vous avez un paquet de cartes à dos rouge, avec donc tous les disciples qu'il y a dans le jeu. Vous mélangez toutes ces cartes, et vous en tirez 4 faces visibles sur les emplacements appropriés. Pour l'action d'amélioration de développement de votre domaine, vous avez tout un tas de tuiles à dos vert, et un tas de tuiles à dos gris. Donc les tuiles à dos gris, il n'y en a que 7. Vous les mélangez, vous en tirez une. Les tuiles à dos vert, il y en a tout un tas. Vous les mélangez aussi, et vous en tirez 4. Enfin, au centre du plateau, donc pour la zone de sélection d'action, vous avez 8 petites tuiles carrées comme ceci, qu'il va falloir aussi mélanger et que vous allez placer aléatoirement sur les 4 emplacements qui sont tout en haut de la grille et les 4 emplacements le plus à droite. Ensuite, vous allez prendre les tuiles de l'empereur que vous allez mélanger. Vous allez aussi en prendre 5 et défausser les autres. Et vous allez les placer face cachée sur cet emplacement. Et vous mettez juste à côté le petit pion de l'empereur Constantin qui servira pour chaque début de manche. Ensuite, chaque joueur va récupérer un plateau individuel, un plateau domaine à sa couleur. Il va sur ce plateau trouver une piste de ressources sur laquelle il va mettre un pion de chaque ressource sur l'emplacement 1. Donc on a de la roche, du blé, du vin, du bois et des chevaux. Il y a ensuite en bas une piste d'influence sur laquelle on va mettre un petit marqueur d'influence sur la case 1. Il y a ici une zone de développement ou de production qui reste vierge pour l'instant. Par contre, chaque joueur va prendre un petit artisan qui va placer sur cet emplacement ici. Ensuite, chaque joueur récupère les 4 jetons d'objectifs qui lui restent, en plus des 3 qui ont été placés sur le plateau principal. Il va prendre ses 3 pions patriciens qui vont lui servir à faire ses actions. Tous les cubes à sa couleur qui serviront à faire les constructions de bâtiments. Et ensuite, on va déterminer un premier joueur qui va prendre le jeton premier joueur et 3 pièces d'or. Ensuite, le second joueur prendra 4 pièces, puis 5 pièces pour le troisième et 6 pièces pour le quatrième. Et enfin, chaque joueur va récupérer un petit plateau de mosaïque sur lequel on va faire une sélection d'objectifs que je vais vous expliquer tout de suite. Les objectifs sont répartis en 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc avec 3 couleurs différentes. Sur son plateau mosaïque, chaque joueur va devoir récupérer une tuile niveau 1, une tuile niveau 2, une tuile niveau 3. Donc pour ça, on va faire une sorte de draft. On va révéler 2 tuiles de chaque type, et en commençant par le dernier joueur, ce joueur va récupérer une tuile de son choix. Mettons celle-là, qui va placer donc au bon endroit sur son plateau. Ensuite, on révèle une nouvelle tuile. L'avant-dernier joueur fait de même, il choisit une tuile qu'il n'a pas déjà. Et on fait ça, on répète l'opération jusqu'à ce que chaque joueur ait récupéré une tuile de chaque type. Ensuite, on peut ranger toutes les tuiles restantes, elles ne serviront pas pour la partie. On constitue une réserve de pièces, il y a des pièces de 1, des pièces de 3, et une réserve d'artisans, qui serviront aussi pendant la partie. Dernière chose pour la mise en place, chaque joueur va commencer avec des cartes disciples en main. Donc ces cartes disciples, parmi le tas qui reste, on va les mélanger, on va en distribuer 4 à chaque joueur, qui va les regarder et il va en sélectionner une, puis passer le tas à son voisin de gauche,
Donc sur les 3 cartes qu'il va recevoir, ils vont sélectionner une nouvelle, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau 4 cartes. Et parmi les 4 cartes qu'il aura en main, il va en garder 2 pour la partie, et les autres seront remélangées dans la pioche, qu'on replacera à côté du plateau principal. On est alors prêt pour débuter la partie, et donc une partie se déroule en 5 tours de jeu. Le compteur de tours, ça va être l'étuile empereur qui est ici, donc s'il y en a 5, ou alors éventuellement l'étuile char, parce qu'il y en a 5 aussi. Et donc un tour de jeu va être divisé en 3 phases distinctes. Donc il y a la phase empereur, qui est très rapide, la phase forum, qui est le cœur du jeu, c'est là où les joueurs vont faire leurs actions, donc sur ce petit plateau ici, et une petite phase de nettoyage. Donc on va faire ça 5 fois, et au bout des 5 fois, on va compter les points, et les points ne seront comptabilisés qu'à la fin de la partie. C'est-à-dire qu'on ne marque pas de points en cours de partie, tout est compté à la fin. On a une petite piste tout au long du plateau, et des marqueurs à la couleur de chaque joueur pour compter les points en fin de partie. Première phase d'un tour de jeu, c'est donc la phase empereur. À la phase empereur, le premier joueur va retourner la première tuile de la pile empereur, ici, et il va avoir 2 possibilités pour placer le jeton empereur sur le quadrillage qu'on a au centre de la table. Donc là, dans cet exemple, il peut le placer soit ici, soit ici. Et c'est tout. La phase empereur est terminée. J'explique tout de suite à quoi ça va servir et un tour de jeu. Deuxième phase d'un tour de jeu, ça va être la phase de forum. C'est la phase la plus importante du jeu, celle où les joueurs vont pouvoir jouer leur pion patricien pour faire les actions du jeu. Donc quand un joueur place un de ses pions sur ce quadrillage, il va pouvoir réaliser à chaque fois 2 actions. Les actions qui sont situées aux extrémités de la ligne et de la colonne où se situe son pion. Donc dans cet exemple, il pourra faire la balance et le parchemin, c'est-à-dire le commerce et l'amélioration. Et il y a un principe de force d'action, c'est-à-dire que par défaut, si on a juste un pion à notre couleur sur la ligne et la colonne correspondant à l'action, on fait l'action de force 1. Si par contre, au tour d'après, on place un second pion sur une ligne ou sur une colonne, l'action où il y a sur la ligne ou la colonne où il y a plusieurs pions sera améliorée. Donc ici, ce sera une action de force 2. Et si on place évidemment un troisième pion, ce sera une action de force 3. On ne pourra jamais aller à plus de 3, même si on peut utiliser le pion empereur, qui lui aussi sert à améliorer les actions. C'est-à-dire que ce personnage que j'ai placé ici, sur cette colonne, il est sur la même colonne que l'empereur, il sera aussi de force 2. Et donc potentiellement, si je me débrouille à avoir tous mes bonhommes ici, le troisième que je pose, il pourrait normalement être de force 4, 1, plus 1, plus 1, plus 1, sauf que la limite c'est 3. Bon, voilà. Donc quand le joueur place son pion pour réaliser ses actions, donc il a le choix entre 2 actions, il pourra faire les 2 et il peut les faire dans l'ordre qu'il veut. Si pour une raison ou pour une autre, il ne veut pas ou ne peut pas faire une des 2 actions, il peut prendre une pièce à la banque à la place de réaliser l'action. Et donc maintenant, on va voir en détail les différentes actions possibles sur le plateau. Donc première action, l'action navigation, donc sur la partie en haut à gauche du plateau. Cette action-là va nous permettre de récupérer des cartes de navigation qui sont ici, et de faire avancer nos bateaux sur la piste de navigation. Donc la première chose à faire quand on réalise cette action, c'est qu'on va récupérer obligatoirement une des 4 cartes qui sont visibles en haut du plateau, et à en payer le coût. C'est obligatoire. Si on ne peut pas payer le coût, on ne peut pas faire l'action. La force de l'action, donc que j'ai expliqué tout à l'heure, donc force 1, 2 ou 3, va permettre de déterminer quelle carte on va pouvoir prendre. Si on est force 1, on peut prendre que les 2 premières cartes les plus à gauche. Force 2, on a le choix entre les 3 premières, et force 3, on a le choix entre les 4 cartes. Donc on récupère la carte, on en paye le coût, donc ici du blé, il faut l'avoir dans sa réserve et on le dépense. La carte qu'on récupère, on va la placer sous notre petit plateau mosaïque à l'endroit approprié, donc il y a un emplacement pour les cartes navigation, un emplacement pour les cartes construction. Et ensuite, on va pouvoir avancer un de nos bateaux d'autant de cases que la force de notre action. Donc là aussi, la force a une importance. Donc si on est force 1, on peut se déplacer de 1. Et vous voyez qu'entre chaque case du plateau, vous avez indiqué la force de déplacement qu'il va vous falloir. Donc ici 1, 1, 1, et plus tard ça peut être 2. Donc si j'ai fait une action force 1, je peux choisir un de mes 2 bateaux et le déplacer sur une des pistes. Au point de départ, on a le choix de partir soit à gauche, soit en haut. Et à partir du moment où on est parti sur une piste, on ne pourra plus faire marche arrière. Chaque case peut être occupée par plusieurs bateaux en même temps, il n'y a pas de souci, donc plus tard le violet pourra venir aussi ici. Et chaque case qu'on atteint ou qu'on dépasse nous fait gagner le bonus qui est inscrit dessus. Donc ici par exemple on gagnerait une pièce, si on arrive sur cette case ou si on la dépasse. Ici on gagnerait 2 marchandises, ça c'est l'icône de marchandises, donc c'est la piste qu'on a sur la gauche de notre plateau domaine. Ici on pourrait poser tout de suite un disciple, j'expliquerai plus tard. Ici, on peut avancer sur la piste hippodrome, pareil, j'y reviendrai. Ici, on gagne un point d'influence sur notre plateau domaine. Et les points de victoire, par contre, eux, ne seront marqués qu'en fin de partie, comme j'ai expliqué. C'est-à-dire que, à la fin de la partie, en fonction de la position de son bateau, on va scorer
les points sur la case où on est arrivé ou la dernière case qu'on a dépassée. Si on est ici par exemple, on marquera 7 points. Uniquement la dernière case dépassée, on n'additionne pas les valeurs. Et à la fin de la piste, qu'on parte d'un côté ou de l'autre, on a un espèce de podium où c'est une course, le premier joueur qui finit la piste va pouvoir se placer sur la case qui vaut le plus de points, donc 14 points. Le second joueur peut se placer sur la seconde case, et le troisième joueur, ça peut être le même que quelqu'un qui est déjà arrivé, sur la troisième case, et cette case-là, par contre, elle sera valable pour tous les joueurs qui arrivent. C'est-à-dire que ici, tous les joueurs qui finissent une des deux pistes peuvent marquer 10 points. Évidemment, à partir du moment où on a commencé sur une piste, on est obligé d'aller dans le sens des flèches, on ne peut jamais faire marche arrière, et par contre, on peut très bien envoyer nos deux bateaux sur le même côté, au lieu d'en faire partir un en haut et un à droite. Ils peuvent tous les deux partir en haut ou tous les deux partir à droite. Une fois que le joueur a fini de réaliser son action complète, donc récupérer sa carte et faire son déplacement, on fait glisser les cartes navigation et on en tire une nouvelle pour qu'il y en ait 4 pour le joueur suivant. Voyons maintenant l'action construction, donc elle repose sur le même principe au niveau du choix des cartes. Donc la première chose à faire, ça va être de récupérer une carte, et pour ça, la force de notre action va déterminer quelle carte on va pouvoir récupérer. Et comme pour la navigation, il va falloir pouvoir en payer le coût. Donc les coûts est indiqué en bas de la carte. Ici, vous allez pouvoir payer donc bois, pierre, monnaie et marchandises. Pour la navigation, ça va être blé, chevaux, monnaie et marchandises. Donc quand vous récupérez votre carte, ici, vous allez avoir une indication déjà de points de victoire. Donc chaque carte construction vaut des points de victoire, contrairement à la navigation qui ne vaut pas de points. La carte, c'est le même principe. Quand vous l'avez payée, vous allez la placer sous votre plateau mosaïque pour comptabiliser ces cartes. Ça peut avoir un intérêt pour les objectifs. Et surtout, donc ça fait des points. Et sur cette carte, vous avez un petit schéma qui est indiqué avec un nombre de cases. Ça va vous déterminer le nombre de petits cubes de construction que vous allez devoir utiliser pour construire sur les 3 différentes zones de construction de la ville. Et là encore, la force de votre action va déterminer dans quelle zone vous allez pouvoir construire. Si vous êtes de force 1, vous ne pourrez construire que dans la première zone. Force 2, vous pourrez choisir entre zone 1 et zone 2. Force 3, vous avez le choix entre les 3 zones. Et ensuite, vous allez devoir dessiner le même schéma que sur la carte, avec vos petits cubes, en les plaçant dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez inverser, tourner, c'est vous qui choisissez. Et les mettre, il n'y a pas besoin de les mettre adjacents à des cubes déjà existants, vous pouvez les mettre à peu près n'importe où. Et à partir du moment où ils sont placés, par contre, ils ne bougeront plus. Si par contre, vous ne pouvez pas placer les cubes sur le plateau, vous pouvez quand même récupérer la carte, mais vous ne placez pas de cubes. Il y a 2 intérêts à placer des cubes dans ces zones. Le premier, c'est qu'en fin de partie, ça va nous rapporter des points. Donc je réexpliquerai en fin de partie. C'est des histoires de majorité dans chaque zone. Et en cours de partie, ça va servir à entourer les petites tuiles qu'on aura placées ici pour gagner son bénéfice. Pour que le bénéfice s'active, il faut que la tuile soit entourée sur tous les côtés, donc orthogonalement et en diagonale. Donc ici, il va falloir qu'on place les 8 cubes autour de cette icône pour pouvoir activer son bénéfice. Et chaque joueur qui aura au moins un cube autour de la tuile pourra avoir le bénéfice. Donc les bénéfices, ils sont assez simples. Là, on a un point de navigation qu'on peut utiliser tout de suite. Là, on gagne un blé, là, on gagne des pièces. Là, on gagne du vin, un cheval, des points d'influence. Comme pour la navigation, une fois que le joueur a récupéré sa carte et fait son action en plaçant ses cubes, on fait glisser les cartes et on en dévoile une nouvelle. Voyons maintenant l'action des courses de chars, donc sur l'hippodrome ici. Ici c'est simple, vous allez avancer vos marqueurs de course d'autant de cases que la force de votre action. Donc si vous faites une action hippodrome de force 1, vous allez avancer votre pion d'une case sur la piste de votre choix. Si vous êtes force 2 ou force 3, vous pourrez répartir ces 3 points en fonction des différentes pistes comme vous le souhaitez. L'intérêt de faire ça, c'est qu'à la fin de chaque manche, il y a une tuile char qui est mise en jeu. Donc c'est la tuile qui sera toujours en bas ici, qui va déterminer un vainqueur sur une piste en particulier, ici la piste bleue. Donc celui qui sera le plus avancé sur cette piste gagnera ce jeton qui fait 3 points en fin de partie. Et à la fin de chaque manche, hop, on décale les jetons et on en dévoile de nouveau. En cas d'égalité sur une même case, ça va être le jeton qui sera le plus en bas, qui sera considéré comme étant le premier, c'est-à-dire celui qui est arrivé sur la case en premier. Autre chose à savoir donc au niveau des courses de chars sur les pistes, pour pouvoir dépasser les lignes marron, il faudra dépenser les ressources qui sont écrites en haut, c'est-à-dire des chevaux. Donc ici, si on veut passer de cette case à cette case, il faut qu'on puisse défausser un cheval, sinon on reste bloqué ici. Ici pareil, et ici avant la dernière case, il faut dépenser 2 chevaux. Et dernière chose, quand on arrive sur une case avec un symbole de roue ici, on va pouvoir gagner un des 2 bénéfices inscrits sur le plateau.
à savoir un point d'influence sur sa piste d'influence sur son plateau personnel, ou bien un marqueur d'objectif. Ces marqueurs d'objectif, on en a 4 en début de partie disponibles, et les 3 autres, il va falloir venir les gagner ici si on veut les utiliser. L'action de recrutement, donc au niveau du bas du plateau, donc ça va être pour récupérer des cartes disciples. Donc on commence la partie avec 2 cartes en main, et ici, quand on va venir faire l'action, on va pouvoir piocher de nouvelles cartes, on va en piocher autant que la force de notre action. Donc si on a une action force 1, on prend une des cartes, donc on peut choisir de prendre des cartes parmi celles qui sont visibles, mais on peut aussi choisir de prendre la première carte de la pioche. Ces cartes, on les garde en main, et ensuite, on va pouvoir jouer une et une seule carte parmi les cartes qu'on a en main, pour les placer au-dessus de son plateau domaine. Ces cartes-là, elles vont avoir un certain prix en fonction de la force de l'action, là encore. Si on est de force 1, jouer la carte va nous coûter 2 pièces, force 2, ça coûtera 1 pièce, force 3, ce sera gratuit. Et enfin, on va regarder si dans notre main, on respecte la limite de cartes qui est de 6. Si on a plus de 6 cartes en main à ce moment-là, il faudra défausser des cartes. Les cartes, quand on va les jouer, on va les placer, comme je vous disais, au-dessus de notre plateau domaine, et les 3 premières cartes n'auront pas de surcoût, on les placera en payant simplement les pièces qu'on nous demande. À partir de la 4e carte, comme c'est indiqué sur le plateau domaine, il faudra en plus payer un point d'influence pour poser une nouvelle carte. Et dans tous les cas, on ne pourra jamais avoir plus de 7 cartes de disponibles posées devant notre plateau. Évidemment, à partir du moment où les cartes sont posées, elles deviennent actives et elles vont avoir un effet pendant le jeu. Les effets de cartes sont de 3 types. Vous avez les effets uniques, donc ceux avec un petit icône une fois. Ces effets-là, on va pouvoir les utiliser une fois par manche. Donc quand on les a utilisés, la carte, on la retourne, et elle sera remise sur sa face visible au début de la manche suivante. Ensuite, on a les cartes avec un petit sablier, ce sont les cartes de points de victoire de fin de partie. Donc celles-là, elles ne serviront que à la fin de la partie à marquer des points supplémentaires. Et dernier type de carte, les cartes avec un symbole d'infini, elles, par contre, elles restent tout le temps visibles, et elles s'activent à chaque fois que l'action sera appliquée. Sur le bandeau en bas de chaque carte, on va vous expliquer pour quelle action le personnage va intervenir et vous faire gagner des bénéfices. Les cartes ne sont remplacées qu'à la fin du tour du joueur, c'est-à-dire que s'il doit prendre plusieurs cartes, il les prend une par une, mais il laisse l'emplacement vide, et par contre on fera glisser éventuellement les cartes et on en mettra des nouvelles à la fin de son tour. Pour l'action amélioration de domaine, donc c'est l'icône parchemin, vous allez marquer autant de points d'influence que la force de votre action. Donc la piste d'influence elle est en bas de votre plateau domaine, vous avancez votre marqueur d'autant de cases que votre force, et ensuite vous pourrez dépenser du vin pour gagner encore d'autres points de domaine. Et ça vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et enfin, avec cette action, vous allez pouvoir acheter une tuile, et une seule, parmi celles qui sont face visible. Donc là vous n'avez pas le choix de piocher au hasard, c'est uniquement les tuiles face visible. Les tuiles de domaine standard, donc les vertes, les 2 premières sont gratuites, les 2 suivantes coûtent 1 pièce. Quand vous achetez une tuile, vous la prenez et vous allez la placer tout de suite dans votre domaine, à l'endroit que vous voulez. Et je vous expliquerai après à quoi ça servira. À la fin de votre tour, si vous avez pris une tuile de domaine standard, vous allez décaler les tuiles et en piocher une nouvelle. Par contre, si vous prenez la tuile spéciale qui est disponible à chaque manche, celle-ci n'est pas remplacée. C'est-à-dire que on en mettra une nouvelle que à la manche suivante. Et par contre, c'est le même principe, quand vous l'avez récupérée, vous la placez sur votre plateau domaine à l'endroit de votre choix. Ces tuiles, elles sont de plusieurs types. Le plus souvent, elles vont vous faire gagner des ressources. Parfois, elles vous demanderont de dépenser quelque chose pour gagner autre chose. Donc ici, dépenser un point d'influence pour gagner 2 pièces. Il y a aussi différentes tuiles de type animaux. Donc ça, je vous expliquerai après à quoi ça sert, mais l'idée c'est d'en collectionner le plus possible pour marquer des points en fin de partie. C'est leur seul intérêt. Et il y a des tuiles parfois avec un petit éclair en haut à droite qui sont des tuiles à usage unique, c'est-à-dire que dès que vous allez les activer sur votre plateau, vous les retournerez et elles ne serviront plus jusqu'à la fin de la partie. Voyons tout de suite donc à quoi vont servir ces tuiles d'amélioration avec l'action production qui est ici. Cette action-là va vous servir à 2 choses, recruter des artisans ou envoyer vos artisans travailler. En fonction de votre force, donc, vous allez pouvoir faire une combinaison d'une de ces 2 actions. Soit, si vous êtes de force 3 par exemple, soit vous envoyez 3 artisans que vous avez déjà dans vos champs, soit vous recrutez 3 artisans, soit vous faites un mélange des deux. Vous recrutez un artisan, vous en envoyez 2 par exemple. Pour recruter des artisans, c'est simple, il vous faut payer 1 blé par artisan. Vous le prenez de la réserve et vous le mettez dans votre stock ici. Pour envoyer un artisan au champ, vous prenez un artisan que vous avez disponible dans votre stock et vous l'envoyez sur une des 9 cases de votre domaine. En fonction de là où vous allez le placer, il va vous rapporter des ressources.
Donc si vous le mettez ici, c'est le même principe que sur le forum. Vous allez gagner les ressources qui sont aux extrémités de la ligne et de la colonne où est placé l'artisan. Donc dans ce cas, je gagnerai une pierre et un vin. Et même principe aussi qu'au forum, ces actions peuvent être améliorées s'il y a déjà des artisans posés. C'est-à-dire que là, si j'ai un artisan ici que je viens me placer ici, sur cette colonne, je gagnerai 2 pierres. Et bien évidemment, les tuiles qu'on aura achetées, les tuiles amélioration, vont aussi avoir un bénéfice. Si on se place sur une tuile amélioration, on l'active aussitôt. Donc celle-ci, par exemple, si je me mets ici, je gagnerai tout de suite un bois, un vin et un autre vin. Si sur mon plateau, j'ai une tuile à usage unique avec un éclair, quand je me place dessus, je gagne son bénéfice. Donc admettons, je me mets ici, je gagne 2 pierres parce que j'ai 2 bonhommes, un cheval, et 3 ressources au choix. Donc chaque fois que je gagne une ressource, évidemment, je la fais monter sur ma piste de ressources sur la gauche. Par contre, comme il y a un éclair, une fois que j'ai récupéré les ressources, hop, je la retourne, et à partir de là, je pourrais me replacer dessus, mais ça n'activera aucun effet. Les tuiles animaux qu'on aura placées sur notre plateau domaine ici, quand on se place dessus, il ne se passe rien. Par contre, en fin de partie, comme indiqué tout en bas à droite du plateau, on va gagner des points de victoire en fonction du nombre d'animaux qu'on a de présents sur notre plateau. Je reviendrai au moment du décompte. 7e action, avant-dernière, l'action commerce. Donc il se trouve ici, cette action va vous servir à gagner des pièces. Donc vous gagnerez autant de pièces que la force de votre action, donc 1, 2 ou 3 pièces. Et en plus, vous allez pouvoir défausser des paires de cartes, donc des cartes que vous avez en main, et par lot de 2 cartes défaussées, vous gagnerez une pièce supplémentaire. Ensuite, c'est le commerce, vous allez pouvoir dépenser les pièces pour gagner les ressources de votre choix. Donc là, vous dépensez autant de pièces que vous voulez pour faire monter vos marqueurs de ressources sur la piste, sachant que vous ne pourrez jamais dépasser 5. Enfin, dernière action possible dans le jeu, l'action pétition. Cette action-là, elle va vous permettre dans un premier temps de récupérer le marqueur premier joueur s'il n'a pas déjà été récupéré précédemment. En effet, pour le récupérer, il va vous falloir payer 2 points d'influence, donc il faut les avoir. Et quand vous récupérez le marqueur, vous allez le prendre et le placer sur son verso, donc celui avec la petite flèche, pour indiquer qu'il a été récupéré pendant cette manche. À partir de là, si le marqueur est sur cette face, si un autre joueur fait cette action, il ne pourra pas le récupérer. Et il n'y a qu'au début de la manche suivante qu'on le remettra sur sa face visible, sur sa face point de victoire, pour qu'il puisse à nouveau être récupéré. Cette action-là, de récupérer le marqueur premier joueur, ne peut pas être fait au premier tour par le joueur qui possède déjà ce marqueur. Ensuite, cette action est un peu une action de joker parce qu'elle va vous permettre de dépenser des points d'influence pour pouvoir faire n'importe quelle autre action du plateau. Pour ça, en fait, il va falloir dépenser autant de points d'influence que la force de votre action. Et du coup, vous allez faire l'action que vous voulez avec cette même force. Par exemple, si vous êtes de force 2, donc vous faites l'action pétition force 2, hop, on va dire comme ça. J'ai mis mon pion ici, il y a lui ici, je suis force 2. Je vais pouvoir dépenser jusqu'à 2 points d'influence pour pouvoir faire n'importe quelle action force 2. Mais je peux très bien dépenser qu'un seul point d'influence pour faire n'importe quelle action force 1. Attention, petite exception, quand on va faire une des actions en passant par l'action pétition, on ne pourra pas activer les cartes disciples de l'action qu'on va réaliser. On ne pourra utiliser que les cartes disciples de l'action pétition, et uniquement. Donc on a présenté toutes les actions possibles. Donc je résume un petit peu. À son tour, on place un pion, on fait 2 actions dans l'ordre de son choix. Ensuite, c'est au joueur suivant qui va placer un pion aussi, faire ces 2 actions, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs aient utilisé leurs 3 jetons patriciens, donc et fait au total au maximum 6 actions. À ce moment-là, on passe à la phase de nettoyage. Première chose à faire pour la phase de nettoyage, c'est déterminer le nouveau premier joueur. Si le pion est toujours sur sa phase point de victoire, c'est-à-dire que personne ne l'a récupéré avec l'action pétition, dans ce cas-là, le pion va passer dans le sens horaire au joueur suivant, qui va le récupérer toujours sur sa face point de victoire. Si par contre, il est sur sa face avec la flèche, ça veut dire que quelqu'un l'a récupéré, dans ce cas-là, il le garde et il le remet sur la face point de victoire. Et c'est lui le nouveau premier joueur. Ensuite, à la phase de nettoyage, on va regarder à l'hippodrome ce qui s'est passé, et on va regarder qui est le premier sur la piste de la tuile char en cours. Celui qui sera premier récupère la tuile, ça fera 3 points de victoire en fin de partie, et ensuite, il décale la tuile qu'il y avait sur le tas, et il retourne une nouvelle tuile. Ça va nous donner donc la nouvelle tuile pour la manche en cours, et la suivante. Ensuite, chaque joueur va récupérer tous ses pions patriciens dans sa réserve. On décale le pion empereur qu'on va réutiliser tout à l'heure. Chaque joueur va enlever tous les artisans de son domaine qui sont placés dans les champs.
et il va les remettre sur l'emplacement prévu à cet effet, et à ce moment-là, il ne faudra pas qu'il dépasse 3 artisans. S'il a plus de 3 artisans, il devra en défausser jusqu'à en avoir au maximum 3. Ensuite, chaque joueur va remettre ses cartes disciples qu'il aura utilisées, donc ceux qui sont à usage unique, qui sont face cachée, il va les remettre face visible, pour qu'ils soient de nouveau utilisables pour la manche suivante. Et ensuite, on va nettoyer le plateau à 2 endroits, donc sur la piste des tuiles domaine ici, donc normalement c'est comme ça. On va défausser la tuile la plus à gauche de la piste de tuiles domaine standard pour décaler et en piocher une nouvelle. Et pour la tuile spéciale, on va en remettre une nouvelle si elle a déjà été prise. Si elle n'a pas été prise, on la défausse et on en met une nouvelle. Idem pour les cartes personnages. Les cartes personnages, on va défausser la carte la plus à gauche, donc avec cette icône de croix. On fait glisser et on en rajoute une nouvelle. On est alors prêt pour commencer un nouveau tour. Et donc, on défausse la tuile ici. Le premier joueur dévoile la tuile. Il place le pion à l'endroit qu'il veut. Et c'est reparti. On refait toutes les actions qu'on veut. On fait ça 5 fois jusqu'à ce que la dernière tuile ici soit dévoilée. On fait les actions. Et ensuite, on passe au décompte de fin de partie. Avant d'expliquer le décompte, il faut que je vous explique le plateau mosaïque. Ce plateau mosaïque présente différents objectifs, 9 en tout, qu'on va essayer de réaliser tout au long de la partie pour gagner des ressources ou surtout marquer des points de victoire en fin de partie. Pour dire qu'on a réalisé un objectif, on va utiliser ce petit marqueur d'objectif qu'on va placer sur l'objectif en question. Donc vous voyez que de niveau 1, on a 3 objectifs, niveau 2, 3 aussi, et niveau 3, 3 aussi. Cette action-là, de réaliser un objectif, elle n'est faisable qu'une seule fois par action. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais poser un de mes pions patriciens pour faire des actions, je pourrai, gratuitement, réaliser un des objectifs. Je peux le faire avant ou après mes actions, mais je peux le faire qu'une fois par pion. Vous noterez qu'au total, il y a donc 9 objectifs possibles, mais on ne peut avoir que 7 pions de marqueur d'objectifs, donc on ne pourra réaliser que 7 objectifs. Il faudra faire des choix. Le principe, c'est qu'au moment où on va placer le pion, on va regarder sur la ligne si on gagne des bonus. Donc sur la première ligne, à chaque fois qu'on met un pion, on gagne tout de suite la ressource de son choix. C'est la seule ligne sur laquelle il y a ce bonus. Ensuite, ça va marcher par ligne et colonne complète. Dès lors qu'on va avoir la première ligne complète, on gagnera tout de suite une ressource de son choix et une pièce. Dès qu'on aura la deuxième ligne complète, on gagnera tout de suite un point d'influence. Dès qu'on aura la troisième ligne complète, aussi un point d'influence. En colonne, c'est le même principe, et bien évidemment, les points de victoire seront marqués en fin de partie en fonction des lignes et des colonnes qui seront remplies. Et en plus, chaque pion posé sur la première ligne vaut 2 points, chaque pion de la troisième ligne vaut 3 points, et la troisième ligne, chaque pion vaut 5 points. Ces objectifs, ils sont bien explicites. Vous avez ici, dès que vous avez 2 cartes navigation sous votre plateau, vous avez rempli l'objectif. Ici, dès que vous avez avancé de 3 cases sur une piste hippodrome, c'est gagné. Ici, il vous faut une carte bâtiment et une tuile dans votre domaine, et c'est bon. Ici, il vous faut 6 cartes personnages posées devant vous. Donc ça, c'est plus compliqué. Évidemment, les objectifs niveau 3 sont plus compliqués. Ici, il va vous falloir avoir 6 points d'influence et en perdre 3 pour réaliser cet objectif. Ici, il vous faut 5 tuiles dans votre domaine, et il y en a d'autres, mais elles sont assez simples à comprendre. Voyons maintenant le décompte de fin de partie. Donc, action par action. Pour l'action navigation, c'est très simple. On va juste compter les points de victoire qu'il y a sur le plateau à l'endroit où sont placés nos bateaux, et éventuellement les points qui sont derrière les bateaux si jamais on est sur une case où il n'y a pas de point de victoire. Donc ici, par exemple, si je suis ici, je gagne 7 points. Si je suis là-haut, j'en gagne 14. Donc chaque joueur va additionner ses points, et évidemment, il va les marquer sur le pourtour du plateau. Au niveau de l'action construction, il va y avoir 2 types de points de victoire. Les points de victoire de tous les bâtiments qu'on aura stockés sous notre plateau mosaïque. Donc là, chaque bâtiment va nous rapporter un certain nombre de points qu'on va additionner. Et ensuite, on va regarder donc les majorités sur les zones de construction. Ici, le joueur qui aura le plus de cubes gagnera 5 points, le second 3 points, le troisième 1 point. En cas d'égalité, tous les joueurs marquent le nombre de points correspondant à leur position. Sur le plateau B, c'est exactement le même principe, mais les points sont plus intéressants, et sur le plateau C, même principe. Il faut juste savoir que chaque joueur qui a au moins un cube sur un plateau gagne toujours la dernière récompense. Même si on joue à 4 et qu'il est 4e, il gagnera toujours les points qui sont le plus à droite. Pour la zone de l'hippodrome, les points de victoire, ça va être toutes les tuiles chars que les joueurs auront collectionnées, donc ils auront à côté de leur plateau, plus éventuellement 5 points de victoire s'ils ont réussi à amener leur marqueur sur la dernière case de chaque piste. Au niveau des cartes disciples, on va regarder uniquement
les cartes que le joueur aura posées sur son plateau avec une icône de sablier, et donc on va regarder les points de victoire que ça lui fait gagner dans le bandeau. Ici par exemple, on gagne 1 point de victoire, plus 1 point par ressource chevaux qu'on aura sur notre plateau de ressources. Donc là pareil, elles sont assez explicites, il y en a de différentes sortes. Celle-ci par exemple permet de gagner 1 point par carte bateau qu'on aura sur notre plateau mosaïque. Ensuite on va regarder le plateau domaine, et on va marquer les points des animaux. Donc en fonction du nombre d'animaux qu'on aura sur son plateau, on gagnera 2, 5 ou 9 points. Et ces collections-là, on peut en faire plusieurs. C'est-à-dire que si on arrive à avoir, par exemple, 5 animaux, on gagnera 9 points pour en avoir 3, plus 5 pour en avoir 2 supplémentaires. Donc on verra 9 plus 5, 14 points. Ensuite, on regarde les points du plateau mosaïque, donc j'ai expliqué un peu tout à l'heure. Chaque jeton qui sera placé sur la première ligne vaut 2 points, chaque jeton sur la deuxième ligne 3 points, chaque jeton sur la troisième ligne 5 points. Et ensuite, on regarde si on a des colonnes ou même des diagonales complètes, et on gagne les points qui sont inscrits en bas de chaque ligne, colonne ou diagonale. Ensuite, chaque joueur va additionner le total de ses ressources avec ses pièces, et il va diviser ce total par 4 pour lui donner autant de points de victoire. Et même chose avec son influence et ses pions artisans, il va les additionner, et là par contre il divisera par 2 pour avoir d'autres points de victoire. Et la dernière chose, c'est les 2 points de victoire du joueur qui aura gardé le jeton premier joueur à la fin de la partie. On fait le total donc sur la piste de tous ces points pour chaque joueur. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus d'influence qui gagne la partie, et s'il y a encore égalité, les joueurs se partagent la victoire. Je vous explique maintenant les petites modifications à faire si on veut jouer à 2. Donc le jeu se joue parfaitement à 2, il est même excellent. Mais il y a des petites modifs à faire. Donc au niveau de la mise en place, déjà au niveau des plateaux ici, vous ne mettrez pas de tuiles aux endroits où il y a marqué 3+, et par contre vous allez utiliser une couleur qui n'est pas utilisée par les joueurs pour venir mettre des cubes aux emplacements avec une petite encoche en haut à droite. Et en fait on considère que ces emplacements sont déjà occupés, et ils seront utilisés pour les décomptes de fin de partie. C'est-à-dire que si à la fin de la partie on se retrouve dans cette configuration, le premier joueur c'est le joueur qui n'existe pas, et c'est lui qui marquera les 5 points, et là le bleu n'est que deuxième. Autre petite modification au niveau de l'hippodrome, on va mettre des pions, pareil, d'un joueur non utilisé sur la 3e case de la piste. Et la même chose, on considère que c'est un joueur fictif, donc pour la course au jeton char, il faut pouvoir dépasser ce jeton pour pouvoir remporter le jeton. Enfin, dernier changement de règle important quand on joue à 2, c'est que chaque joueur va prendre 2 pions légionnaires, et à chaque fois qu'il va placer son premier patricien pour faire ses actions, une fois qu'il aura fait ses actions, il devra tout de suite placer un de ses pions légionnaires sur le plateau, sur une case vide, là aussi. Et ce pion-là, il va servir uniquement à bloquer une case pour son adversaire. Il ne sert pas à améliorer la force des actions, c'est juste pour simuler, encore une fois, un autre joueur. Et idem, quand le deuxième joueur va placer son premier pion, après avoir fait ses actions, il placera lui aussi un de ses légionnaires quelque part. Et on va faire ça aussi pour le deuxième pion. Donc à chaque fois qu'un joueur va placer son deuxième pion, il met un autre légionnaire. Par contre, au troisième pion, il n'y a pas de légionnaire. Donc on a 2 légionnaires chacun qu'on va placer au fil du jeu comme ceci. Et c'est tout pour Nova Roma. Donc excellent jeu, un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué en 2023. J'espère que ça vous plaira.